Alors, je suis Sandy Scordo, j'ai 34 ans et je suis athlète en karaté. C'est pas du tout vendeur, tu vois, pour les sponsors. Quand tu dis je suis en fin de carrière, ils se disent ouais, mais ça veut dire quoi? Ils ont un peu peur, tu vois. Et en fait, non, mais c'est vraiment c'est ça sur lequel il faut jouer, c'est que la notoriété on l'a déjà et qu'il y a zéro risque, quoi. Une personnalité un peu extravagante à prendre des risques comme ça, parce que déjà premièrement, j'ai rien à perdre. Aujourd'hui, le monde, pour moi, il est en pause. C'est-à-dire que tout s'est figé. On est chez nous, on est confinés, on doit rester chez nous, ça c'est vraiment important, pour sauver la planète. Salut les sportifs, c'est Hermano. Quelle plaie que cette pandémie et ce confinement. En tout cas de mon côté, j'ai l'impression que les journées raccourcissent et pour preuve, alors que le 9e épisode des Vestiaires était dans la boîte très tôt, j'ai dû sauter une semaine pour me permettre de le peaufiner et vous proposer une expérience toujours au top de la qualité, malgré une voix toujours aussi chancelante. En tout cas, ma 9e invitée, qui a ouvert ce 9e casier des Vestiaires, n'a pas chancelé une seule seconde pendant cette interview. C'est très certainement dû à son fort caractère, qui va très bien avec le sport qu'elle a choisi alors qu'elle n'avait que 10 ans, karaté. Sandy Scordo est une athlète entière qui est revenue avec moi sur cette première partie de sa vie en tant que sportive de haut niveau. Ses déboires avec la Fédération française de karaté et bien entendu, ses difficultés financières. Elle nous en a aussi dit plus sur les mécanismes qu'elle a su mettre en place pour dépasser ces difficultés et rester résiliente. Et lorsque vous entendrez le générique, ne coupez pas, je vous ai mitonné 3 petits bonus que vous devriez adorer. Juste avant de vous laisser écouter cet entretien passionnant avec Sandy, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast et encore moins vous embêter avec de la publicité, mais plus je recevrai de sportives et sportifs prestigieux et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Bon, compris un petit peu de retard du fait de cette pandémie. Comme l'a dit Sandy, un champion est celui qui s'adapte. Je m'adapte et je vous en dirai bientôt plus. Et pour que le podcast soit connu et reconnu, je compte sur vous pour aller dès maintenant sur Apple Podcast, laisser une note 5 étoiles et une revue, le faire avec tous les comptes des membres de votre famille et aussi inciter vos amis à nous écouter et à laisser de bonnes notes. Allez, assez parlé, je vous laisse avec Sandy. Salut les sportifs, c'est Hermano. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Et nous avons commencé cette série avec une karatéka. Aujourd'hui, je vous propose de la continuer avec une autre karatéka, pris en la personne de Sandy. Salut Sandy. Salut. Comment vas-tu? Ça va super. Et vous? Comment allez-vous? Tous. On a l'air de tous aller bien. Je dois dire que même malgré le confinement, chez toi, il a l'air d'y avoir beaucoup de soleil. Chez moi, c'est le cas aussi, ce qui est plutôt rare au Luxembourg au mois de mars. Donc, je me mets sur la terrasse autant que je peux. Ouais, bah écoute, il y a quelques jours, il a neigé à Carcassonne et à Aubenas, là. Et ici, toujours soleil, grand soleil. Donc, du coup... Et la chaleur, c'est aussi un problème parce que ça nous sollicite pour sortir. Mais non, restez chez vous. Ah, ouais, c'était un point que je voulais aborder. Je me suis dit que je finirais chaque épisode pendant cette période de confinement là-dessus. Mais du coup, bah voilà, tu as ouvert le débat. Écoute, avant même de commencer à discuter, ce que je te propose, c'est déjà de te présenter qui tu es, ce que tu fais dans la vie, et puis après on passera au sujet un petit peu présentation de ton palmarès et ce que tu as l'intention de faire dans les prochaines années. D'accord. Alors, je suis Sandy Scordo, j'ai 34 ans et je suis athlète en karaté. Karaté, il y a plusieurs disciplines. Oui, tout à fait. Il y a les katas et les combats. Donc moi, je suis en kata, ce sont en fait des mouvements enchaînés, codifiés, précodifiés du début à la fin, que l'on doit réaliser avec le plus de vitesse possible, le plus de force et le plus d'équilibre possible. Le but du jeu, c'est en fait d'être dans un combat virtuel le plus réel possible. Finalement, toi, quand tu vas en compétition, il n'y a pas d'affrontement avec une autre personne. Tu es seul avec toi-même. C'est ça, exactement. En fait, c'est un petit peu comme le patinage artistique. Je prends toujours cet exemple-là parce que on est noté sur nos performances et on doit les réaliser. Donc, je te dis avec les critères que je viens de te donner, quelques critères qui font partie de nos notes.
Et donc, on passe, on est sous forme de 8 personnes. Et du coup, on passe et on a des notes attribuées, premier tour, deuxième tour, troisième tour, qui est le quart de finale. Patineuse artistique d'un sport de combat. Art martial, voilà, c'est ça. Sans la glace. Ouais, ça fait peut-être un peu moins mal quand tu tombes sur un tatami plutôt que quand tu tombes sur la glace. Ouais, c'est ça. J'imagine que dans toute ta carrière de karatéka, et là j'étais en train de regarder aussi ta page sur le site de l'équipe de France de karaté, ils disent que tu as commencé assez tôt, t'as pas fait du kata toute ta vie, toute ta carrière de karatéka. Il faut pas écouter tout ce que disent l'équipe de France parce qu'il n'y a pas tout vrai. J'ai pas du tout commencé assez tôt, j'avais 10 ans et en fait dans le sport c'est plutôt rare parce que les athlètes commencent généralement entre 4 et 6 ans. Donc j'étais un petit peu en retard. Mais tout va très bien. Puisqu'à 14 ans, j'étais déjà en équipe de France pour les sélections des championnats du monde. T'as commencé un petit peu plus tard, mais t'as bien démarré. C'est ça, exactement. Alors pour ceux qui ont peut-être pas encore suivi les épisodes d'avant, parce que pendant le confinement, les habitudes sont un peu changées, il y a moins de transport, etc. La semaine dernière, j'avais Pierre Frola à ce micro, apnéiste, qui était en fait un judoka jusqu'à ses 18-19 ans et qui s'est blessé juste avant les JO d'Atlanta et du coup blessé pour récupérer, il s'est lancé dans sa deuxième passion qui était l'apnée. Donc tu vois, t'as pas commencé aussi tard que d'autres et pourtant il a aussi lui décroché pas mal de médailles et a été assez bon au niveau international. Donc il y a pas d'âge pour commencer le sport. Non, il y a pas d'âge, c'est vrai. Mais quand ils disent que j'ai commencé un peu tôt, c'est pas le cas, puisque normalement, quand je dis normalement, c'est la généralité, d'accord? Et pour moi, il y a rien de normal et il y a rien d'anormal. Mais dans la généralité, on commence entre 4 et 6 ans. Donc, c'était un petit peu sur le tard. Mais comme je t'ai dit, il n'y a pas de problème, tout allait bien. Depuis que tu as 10 ans, tu as toujours fait des katas ou l'éducation au karaté, c'est un petit peu kata, kumité, un petit peu tout? Alors, quand on commence le karaté c'est kata et kumité et kion et passage de grade et voilà. Et après, en fait, on doit choisir une spécialité, surtout en France, parce qu'on nous l'oblige un petit peu. L'équipe de France avait un tel niveau qu'on pouvait pas s'épanouir dans les deux à 100%, puisqu'il y avait beaucoup de niveaux dans les deux catégories. Ce que font d'autres nations, comme les Amériques, comme l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, je parle, comme le Japon, ils font kata et combat. Après, ils choisissent une spécialité, mais dans le tard. Nous, des minimes, cadets, il faut qu'on choisisse. Parce que déjà, premièrement, parce que les stages équipe de France kata et combat étaient en simultané, donc forcément qu'on pouvait pas suivre le cours kata et le cours combat en même temps, sauf si on se dédoublait, ce qui n'est pas encore le cas. Donc du coup, il a fallu choisir très vite. Et quelque part, j'ai toujours dit que c'était le kata qui m'avait choisi et pas vraiment moi qui m'avais choisi, parce que j'ai toujours eu un esprit plus combat que le kata. Après, avec du recul, si c'était à refaire, j'aurais bien tenté l'aventure en combat, parce que c'est très frustrant le kata. Parce que la moindre erreur, comme je t'ai dit au patinage artistique, boum, tu tombes. Là, la moindre déséquilibre, les notes baissent forcément et on peut pas se rattraper. Alors qu'en combat, quand on prend un point, si on a un mental assez fort, on revient et on remonte au combat. Et ça, c'est moins frustrant que le kata, tu vois. Mais après, c'est vrai que j'ai la rigueur du kata. Voilà. Je suis un peu maniaque, je plie mon kimono, il faut qu'il soit nickel. Ça, les combattants, ils s'en foutent un peu, quoi. Ouais, disons que les combattants, ils ont une deuxième ou une troisième vie comme dans les jeux vidéo. Au kata, tu l'as dit, comme sur le patinage artistique ou comme dans la gym, ce genre de choses. T'as qu'une chance et t'en as pas deux, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Tu nous as dit que c'était un petit peu le kata qui t'avait choisi, mais malgré tout, qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic pour le kata plus que pour le combat, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui a déterminé ton avenir en karaté? Oui, bien sûr. J'ai gagné le championnat de France la première année quand j'avais 13 ans en kata. Effectivement, c'est un bon début pour bien se lancer. Ouais, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais Lucie Ignace, qui était en moins de 61, qui a été championne du monde au combat, a été aussi championne de France en kata, par exemple. Ouais. Bon, elle a choisi le combat, mais c'est vrai que dès que j'ai fait championne de France kata, le premier prof que j'avais, il nous a tous poussés un petit peu dans cet élan-là pour qu'on puisse performer, puisque c'était un club combat de base.
Et du coup, avoir une championne de France kata, ça changeait un petit peu la donne et ça mettait un peu de frais au club, quoi. Ouais, c'est vrai que ça permet de diversifier un petit peu les activités du club et C'est puis ça. d'apporter un peu plus d'attrait pour d'autres jeunes qui voudraient s'y tester. Est-ce que tu as déjà vu, peut-être moins en France, parce que tu l'as dit, en France justement, on vous incite très tôt à choisir entre le kata et le combat, mais est-ce que tu as déjà vu des grands athlètes exceller aussi bien dans l'un que dans l'autre? Ah oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Bah, il y a eu l'américaine en 2003 au championnat du monde à Marseille qui a fait championne du monde en combat et vice-championne du monde en kata. Revenons un petit peu sur toi. Tu nous as dit que tu avais été championne de France de kata. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton palmarès aussi? Alors, je suis double vice-championne du monde. J'ai gagné les Jeux mondiaux et j'ai à peu près une quinzaine de médailles en championnat d'Europe avec 3 titres de championne d'Europe junior. Un beau palmarès de déroulé. Ouais, c'est pas trop mal. On s'en est bien sorti. On va peut-être rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de ce podcast où justement on se concentre sur le financement des carrières de sportives et sportifs de haut niveau avec tous ces titres. Est-ce que ça facilite un petit peu la recherche de sponsors, de partenaires, le financement de ta carrière, ou est-ce que tu trouves que c'est vraiment un exercice extrêmement compliqué? Je pense que c'est un exercice extrêmement compliqué. Après, le plus difficile, en fait, c'est de se vendre soi-même quand on n'a pas quelqu'un qui s'occupe de nous. Le karaté n'étant pas autant médiatisé que le judo, puisqu'on n'était pas olympique, on a beaucoup moins de visibilité. Et du coup, en tant que sport aussi individuel, puisque je parle du judo, mais au judo, il n'y en a qu'un qui excelle et qui s'en sort vraiment très très bien, c'est Teddy Riner, tout simplement, mais parce qu'il a des sponsors. Voilà, parce qu'il est juste 10 fois champion du monde, à 18 ans, quoi. Bon, enfin, bref. Voilà, c'est juste une personne d'exception, donc c'est normal, il le mérite. Avec moins de visibilité qu'un sport collectif, c'est compliqué. Ça devient tout de suite compliqué. Les sponsors, ça marche, je pense, au cœur aujourd'hui et à la connaissance. C'est toujours du bouche à oreille qui fonctionne. Et ils le font par sympathie parce qu'ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui fait du karaté et voilà. Donc ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Mais ça sert aussi d'être vice-championne du monde, d'être reconnue parce que par exemple là, j'ai mon sponsor avec moi qui est Proforce et Aoma. En fait, c'est une marque américaine qui est basée à Philadelphie. Et grâce à mon palmarès, je suis allée faire les championnats nationaux aux États-Unis et j'ai pu discuter avec eux et mettre en avant effectivement ma personnalité et ma notoriété que j'ai acquise grâce à mes titres, évidemment. Le sponsoring, la recherche de sponsors, la recherche de partenaires de manière générale, c'est un petit peu du réseautage. Tant qu'on n'est pas Teddy Riner pour parler d'un sport de combat, ça relève de la compétition internationale pour pouvoir sortir son épingle du jeu et éviter que ce soit du copinage. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de ce podcast, c'est de démystifier tout ça et de faire comprendre être sportif de haut niveau, ce n'est pas mettre les pieds au bord de la piscine et attendre que les compétitions arrivent et si on gagne, tant mieux. Il y aura le chèque qui ira avec. Non, c'est pas du tout ça. Je pense que vous combattez au quotidien, non seulement pendant les compétitions, mais aussi pour la recherche de sponsors. Et dans la vie, dans tous les cas. Parce que il faut allier ou la profession ou les études ou la vie sociale en même temps et en parallèle d'une carrière de haut niveau. Donc moi c'est ce que j'ai fait pendant 24 ans et moitié études. Et donc il y a eu une année où j'ai eu mon bac, où j'ai eu mon permis et j'ai fait championne d'Europe. Waouh, ça c'était ma belle année. Ça c'était une bonne année, ça. C'est une belle année, c'est ça. Mais sinon, à contrario, voilà, il a fallu essayer de trouver un emploi du temps et un métier qui puisse aller avec en parallèle avec la carrière de haut niveau. Ce que j'ai essayé de faire, j'ai été prof de sport pendant un moment puisque j'ai passé mes diplômes d'état pour être instructeur tout simplement. Et je me suis retrouvée un petit peu en surentraînement parce que je donnais des cours et que c'était physique, donc je puisais un petit peu, même si on pourrait le prendre comme une préparation physique ou une préparation parallèle pour les compètes.
Je travaillais toujours sur la fatigue. Quand je suis arrivée au championnat d'Europe, j'étais vraiment fatiguée il y a des années. J'étais en surentraînement et ça c'est compliqué à gérer quoi. Et alors justement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de comment est-ce qu'on gère à la fois les études, tu l'as dit au début de ta carrière, après le boulot, et puis le fait d'être sportif de haut niveau. Tu as commencé à 10 ans, donc tu étais très jeune championne de France. Comment est-ce que tu as orienté ensuite le collège, le lycée, les études? Alors ça j'ai fait avec. Là où j'étais, j'ai pas fait de sport-études, donc du coup ça a pas aidé. J'ai passé un bac professionnel, moi, tout simplement. À l'époque, je savais que je voulais pas faire de grandes études parce que je voulais passer mes diplômes de sport et que j'avais besoin simplement d'un bac. Donc du coup, j'ai choisi le bac professionnel le plus haut de l'époque, celui qui avait la meilleure notoriété. Manque de peau, ça m'a pas vraiment servi puisque c'était un bac comptabilité. Bon, enfin si, mais je déteste les chiffres. Mais ça m'aurait plus servi si j'avais passé un bac vente, tout simplement, puisque j'ai quand même une petite âme de vendeuse et de commerciale. Bref, et du coup donc j'ai fait avec, j'ai essayé au maximum, et ce durant ma période scolaire et ma période professionnelle, de sensibiliser mes professeurs autant que mes directeurs à ma carrière, c'est-à-dire de les impliquer au maximum en leur disant je pars vendredi, pensez à moi, et quand je revenais le lundi, j'essayais de revenir avec la médaille pour leur montrer que j'avais réussi et que ce en quoi je m'étais engagée avait eu un résultat positif, et que même si pendant toute la semaine j'étais pas super concentrée au niveau de l'école, ça avait eu quelque chose de positif sur autre chose, et que du coup je les remerciais quelque part. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. J'ai essayé d'amener des posters parce que j'ai été sur des posters à des moments. J'ai essayé d'amener des magazines où j'ai paru. Voilà. Et j'ai même ma prof de sport qui avait découpé un article de journal et qui l'avait affiché dans le dans le complexe sportif. La honte. Mais bon, et elle était fière de moi, et du coup ça avait plutôt bien marché. Ça fait un petit peu penser, tu sais, à tous ces films un petit peu pour ados qu'on voit qui se passent aux États-Unis, où il y a la star, le quarterback qui se balade un petit peu dans l'école et puis qui est super fier d'apparaître dans le journal local et d'être affiché dans la vitrine à côté des coupes du collège. C'est sympa ça. C'est ça, mais alors tu sais, l'esprit français n'est pas l'esprit américain. Donc du coup, les autres élèves étaient un peu plus jaloux que ce qu'ils étaient fiers de moi. Et mis à part mes amis proches évidemment, mais quelque part c'était pas un problème parce que j'ai un très fort caractère et j'ai un très fort mental aussi. Entre parenthèses, t'es quand même karatéka, donc j'imagine que tu fais un peu plus peur qu'un joueur d'échecs ou un joueur de boules. Mais donc c'est un petit peu ça qui t'a forgé ton caractère aussi, j'imagine. Oui, complètement. Déjà on a un esprit martial ou on l'a pas. Hein, forcément, on est avec. Et après, ou on est compétiteur ou on l'est pas. Moi j'avais les deux, donc du coup c'était plus facile. J'avais cet esprit martial et j'étais une compétitrice. Donc ma mère m'a initiée au karaté en me disant tu vas faire du karaté, c'est ta vocation. J'ai dit ok. Et comme j'étais compétitrice, évidemment j'ai relevé le challenge et je suis allée au bout. Après ton bac, tu nous as dit, ton objectif c'était de passer des diplômes dans le sport pour être instructrice. Du coup, t'es pas passé forcément par la case STAPS, donc université de sport. T'as opté plutôt pour une formation fédérale, c'est ça? Voilà, exactement. Alors j'ai eu mon DIF tout de suite. Et quand j'étais encore en train de passer mon bac, et après avoir eu mon bac, je me suis inscrite dans une formation fédérale aussi. C'était une filiale sportive de haut niveau spéciale, où j'ai passé mon diplôme d'État. À l'époque, c'est le BEE, le brevet d'État d'études supérieures. Et du coup, ça m'a donné un bagage pour pouvoir donner des cours, tout simplement, être prof légalement et pouvoir être payé. Donc, on a mis en place un contrat qui s'appelle CAE, contrat d'aide à l'emploi. Mon association a pu m'embaucher pendant un petit moment pour m'aider à avoir un minimum d'argent, quoi. Le problème, c'était que j'ai fait ça pendant 3 ans. Je donnais déjà des cours avant, évidemment, mais j'étais pas rémunérée, évidemment. Et le problème qu'il y a eu, c'est que c'était pile la période où je commençais à avoir entre 18 et 20 ans et qu'il fallait que je m'installe. Du coup, je me suis installée et là, j'avais un loyer de 500 et quelques euros et je touchais 600 euros par mois.
Donc ça a commencé à poser problème. Donc j'ai passé encore des diplômes pour monter de niveau et je suis devenue instructeur, donc pro-instructeur en body combat. Je suis arrivée à trouver un emploi dans une salle de sport. Et c'est là où j'ai commencé, où je t'ai dit donner des cours et en même temps, donc je gérais un peu la salle, je donnais des cours, donc je donnais des cours de vélo, de biking, je donnais des cours de body combat et je m'entraînais en même temps. Et bon ouais. Alors tu vois, c'est un petit peu compliqué parce que c'est un cercle vicieux. J'ai eu une CIP, c'est un contrat d'insertion professionnelle avec la fédération et la jeunesse et sport, c'est-à-dire que la fédération et la jeunesse et sport contribuaient à maintenir mon salaire, même en cas d'absence due à mes stages ou à mes compétitions internationales. Donc, ils reversaient une part à l'entreprise, ce qui fait que je pouvais garder mon salaire. Parce qu'il y a des fois, quand on faisait la prépa des championnats du monde, on partait 15 jours. Donc, t'imagines, si j'étais payée que 15 jours, c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai gardé mon salaire en entier, mais pour avoir ça, il faut être déjà titré. Et voilà. Donc, c'est le cercle vicieux. Donc, il faut déjà être titré, mais en même temps, tu dois trouver un travail, tu dois avoir des titres, et donc, pour ça, il faut pas travailler ou je sais pas. Bon, pour moi, ça s'était bien passé puisque j'avais été titré tout de suite et j'ai été déjà 3 fois championne d'Europe. Donc du coup, j'ai bénéficié de ce contrat pendant quelques années, ce qui m'a permis de développer et d'avoir mes titres mondiaux. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais, juste avant d'avoir ton bac, tu avais eu ton DIF. Donc, pour nos auditeurs, DIF, c'est diplôme d'instructeur fédéral. C'est ça. À l'époque, c'était le diplôme de base pour pouvoir légalement être professeur indépendant. Spécialisé dans le karaté, évidemment, ouais. Ou tout sport confondu? Non, c'était toujours karaté. Okay, les premières années, c'était vraiment karaté. Et puis après, quand tu as passé ce diplôme de manière plus générale et être embauché par une salle, là, c'était pas uniquement du karaté, mais c'était un petit peu tous les sports. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu passes un brevet d'État, tu as un tronc commun. Un tronc commun, c'est un morceau du diplôme qui te permet d'avoir une base scolaire de tous les sports. Et après, grâce à ça, il y a une deuxième partie, la spécificité, d'accord? Et là, c'était karaté. Tu fais de la gym, ou tu fais du karaté, ou tu fais de la natation, et c'est un diplôme qui est valable uniquement pour pratiquer du karaté, mais ton tronc commun, il est valable pour tous les sports. Sauf que tu ne peux pas juste avoir un tronc commun, tu es obligé de passer une spécialité, et que grâce à ça, il faut que tu passes une formation pour pouvoir enseigner autre chose. Donc moi, j'ai passé ma formation de bike et de body combat. Mais ça, c'est spécial. Donc ça te permet effectivement d'avoir un champ d'action un peu plus large et de pas refaire tout le diplôme d'État pour faire une autre spécialité, mais simplement rajouter des petits modules de spécialité dessus. Mais je pouvais pas donner des cours de natation, par exemple, tu vois. Tu nous as donné un petit chiffre tout à l'heure, un loyer de 500 €, tu gagnais 600 €, donc avant d'être embauché dans une salle. Quand tu as vraiment trouvé un vrai contrat, je veux dire quand t'es vraiment devenu coach dans une salle de sport ou dans des salles de sport, ça s'élevait à combien à peu près tes revenus? Est-ce que ça te suffisait pour en vivre bien ou malheureusement ça te permettait que payer ton loyer, mettre des pâtes et un peu de sauce tomate dans le frigo et puis d'attendre la prochaine compétition? Ce qu'il faut savoir, c'est que quelque part, avoir passé mon bac de comptabilité, ça m'a beaucoup aidé. Qui même avec 600 €, je mettais de l'argent de côté. Après, j'étais payée au SMIC, donc j'étais à 1200 à l'époque, c'était 1200 €, je crois, puisque je faisais un 35 heures. Et en fait, sur les 35 heures, j'avais 4 heures pour m'entraîner. Et je faisais 30 heures exactement. Par rapport à ça, si je partais en stage, donc si j'étais en entraînement en stage équipe de France, j'étais quand même rémunérée sur mes 1200 €. De 600 à 1200, j'avais doublé mon salaire, donc il y avait pas de problème quoi. Je suis pas quelqu'un de dépensier. J'aime me faire plaisir de temps en temps, donc ça me permettait de vivre correctement. Maintenant, il faut savoir gérer son argent parce qu'il y a des gens qui touchent 4000 € par mois et qui sont toujours à 0 € à la fin du mois. Moi, ça n'a jamais été le cas, quoi. On est vraiment dans la résilience du sportif de haut niveau, quoi. Tu te bats au quotidien dans tes entraînements, dans les compétitions, et même pour gérer ton argent, une rigueur irréprochable. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que le côté kata, finalement, ça me va bien aussi, parce que les combattants ne sont pas comme ça. Après, je dis une généralité, mais je pense à des amis proches, forcément. Okay. Bon, après, on passe un coup de fil à Alexandra, si tu veux, comme ça. Ah, je parlais d'elle, justement. Non, je rigole.
on parle quand même beaucoup au passé, pas si lointain parce que t'es en même temps. ouais, mais t'es encore toute jeune. Et qu'est-ce qui a changé après? Parce que tu nous dis avant je touchais ceci. Il y a quelque chose qui a changé depuis quand même, aussi bien professionnel que sportif. Oui. Tu sais ce qui a changé, c'est que je l'ai accepté. J'ai accepté la situation. Et ça fait toute la différence. Quand on est dans une situation qui n'est pas confortable, parce que par exemple, quand on voit les Italiens qui sont détachés à plein temps, c'est-à-dire qu'ils sont policiers ou pompiers, et ils ne travaillent pas, ils s'entraînent du matin au soir pour leurs objectifs sportifs uniquement. Et ils sont rémunérés, évidemment. Hein. Ils sont sponsorisés Lamborghini, donc j'imagine que leur salaire est pas trop mal. Bon. Quand on voit la Turquie, ils sont payés, ils sont professionnels. Quand on voit d'autres pays, comme l'Allemagne aujourd'hui, quand on voit Kazakhstan, bon, enfin bref, tu vois, ça monte, et avec la France qui stagne parce que on ne met pas en place des choses professionnelles. Bon, c'est un choix de la part du président, faut le respecter. Donc du coup, quand on voit les autres et qu'on se compare, on est frustré, tu vois. Et un jour, on l'accepte. Et là, on a compris. Voilà, il faut accepter le problème en fait. Et une fois qu'on a accepté le problème, ben on fait avec. Et quand on fait avec, on trouve une sérénité qu'on n'avait pas avant. Et toute l'énergie qu'on dépensait à contrer ce problème, on le met à avancer dans le sport. Et du coup, ben voilà, c'était comme ça. Et puis c'était pas autrement. Après, j'ai trouvé une entreprise aussi qui s'appelle La Grande Récré, qui m'a embauchée pendant un petit moment. Et qui m'a beaucoup aidée puisqu'ils ont été très cool. Par exemple, j'ai pu mettre en place des entraînements tous les jours avec eux. C'est-à-dire que je travaillais le matin, je prenais une pause de 2h30 à midi, j'allais m'entraîner entre midi et 2 parce que tu sais, c'est pas forcément facile de travailler toute la journée et d'aller s'entraîner le soir parce que tu as toute la journée de boulot qui est dans les pattes et tu fais de super performances. Moi, je suis pas quelqu'un du matin, je suis pas quelqu'un du soir, je suis quelqu'un d'après-midi. Donc, je sais que mes meilleures performances, je les fais l'après-midi. Mais ce qui veut dire que si je veux faire des entraînements très pointus, si je m'entraîne pas l'après-midi, ben, ce sera toujours un peu moins bien. Donc, du coup, entre midi et 2, c'était parfait parce que, en se levant très tôt, midi, c'est le bon moment, quoi. Et du coup, ben, il me laissait quand même 2h30 de pause pour que je puisse m'entraîner au lieu d'1 heure, qui est normalement réglementaire. Et, bon, ça a sollicité un petit peu de jalousie au travers de l'équipe. Mais comme je t'ai dit, je faisais mon possible pour les toucher. Et tu vois, je leur ai signé des cartes de dédicace, je leur ai donné des posters, j'essaie de faire tout et n'importe quoi pour qu'ils se sentent dans mon équipe et pas contre moi et qu'ils me poussent vers l'avant au lieu de me freiner, quoi. Bon, c'est passé pratiquement avec tout le monde, donc ça allait. Et donc du coup, bah, La Grande Récré, c'était une super expérience. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis le travail dans le monde des jouets, c'est juste quelque chose d'énorme parce que voilà, tu vois que j'étais dans le sport, j'étais en surentraînement et là que t'arrives, tu entends des musiques de Disney toute la journée. Et moi, je suis fan de Disney. Donc du coup, tu vois, c'est mon côté un peu extravagant. Boum. Et après, j'allais m'entraîner. Boum, carré, rigueur. Pomme, extravagant. Hop, voilà, ça me convenait très très bien. Et donc du coup, bah écoute, c'était le déclenchement de j'accepte la situation et j'avance. Et voilà, je suis devenue double championne du monde grâce à ça. J'ai gagné les Jeux mondiaux, j'ai gagné les sports à corps, les games aussi, les Jeux mondiaux de spécial combat. Et du coup, bah voilà, je suis passée de 0 médaille mondiale à un bon nombre et c'était cool. Je pense que c'est un petit peu cette histoire de charge mentale. Alors, j'aime pas forcément l'utilisation à outrance de ce mot de la charge mentale, mais malgré tout, je crois que pour les sportifs, ça s'applique vraiment bien à vous parce que vous avez souvent la famille, le boulot à côté, donc ce qui vous empêche de vous concentrer à 100% sur le sport, ce qui vous freine aussi un petit peu, tu l'as dit, sur l'emploi du temps, ce qui freine aussi sur la récupération. Et ça, je renvoie à un épisode qu'on avait avec Eléa Mariama Diarra, championne d'Europe de 4x400 mètres, qui nous disait que quand elle bossait, elle n'arrivait pas à récupérer parce que petit gabarit, assez fragile. Et donc, oui, c'est possible d'avoir un job à 30 ou 40 heures par semaine en étant sportif de haut niveau. Sauf que la récupération, c'est difficile et au bout de quelques mois, il y a forcément quelque chose qui commence à péter. Donc, je pense que effectivement, cette expression de charge mentale s'applique vraiment bien à vous. Tu l'as dit, avant d'accepter
d'avoir ce statut de sportif, mais que pour mettre à manger dans le frigo, il faut aussi aller bosser. Ça représente beaucoup de pression et c'est de la pression qu'on met pas dans sa préparation physique. C'est ça, exactement. Pression et concentration aussi, ouais, tout à fait. Alors quand tu disais que t'as trouvé la Grande Récré qui t'aidait pour ça, tu étais salarié chez eux dans le cadre d'un travail emploi normal entre guillemets, ou ils agissaient en tant que un de tes sponsors et ils te laissaient cette largesse? Non, j'étais employée de magasin et en fait ils ont été sponsors de la fédération pendant les championnats du monde de Paris, Bercy en 2012 aussi. Mais je dis nous parce qu'on était 3 athlètes de karaté embauchés par la Grande Récré et ils nous ont vraiment aidés et mis en valeur parce que justement ils connaissaient les valeurs du sport et du haut niveau. Ils ont vu en nous des futurs directeurs de pôle, directeurs de magasins, etc. Moi, je suis celle qui est restée le plus longtemps dans l'entreprise et je l'ai quittée récemment parce qu'il y a eu l'annonce des Jeux Olympiques et que la fédération a rompu mon contrat de haut niveau, donc la CUP. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je devais travailler 35 heures et toutes mes absences n'étaient pas payées. Avec l'annonce des Jeux Olympiques, la préparation des Jeux Olympiques, on est passé de une compétition, en gros, tous les 2 mois, à une compétition toutes les 3 semaines. Et là, depuis janvier 2020, c'était une compétition tous les 15 jours. Donc, quand je te dis une compétition, c'est évidemment, il y a 2 jours de récupération avant, au minimum, et puis il y a le voyage. Et puis, il y a le temps de compétition, qui est de 3 jours aujourd'hui, 4 jours avec l'inscription, plus le retour. Voilà. Donc, si tu veux, tu comptes à peu près une absence de 5-6 jours. Voilà. 5-6 jours. Si vraiment tu fais dans le rush, que c'est pas loin, 5 jours. Si c'est au Chili, ou si c'est au Japon, ou si c'est un peu compliqué, tu comptes 6 jours. Donc, 6 jours d'absence tous les 15 jours. Ouais. J'imagine que c'est pas très compatible avec un contrat. Non, c'est pas très compatible avec un contrat, surtout que le niveau est très, 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 très vite monté. Donc du coup il faut s'entraîner aussi tous les jours et voilà, c'était juste pas possible. Donc du coup la Grande Récré, et je comprends évidemment puisque ils étaient aussi dans une conjoncture un peu délicate puisqu'ils étaient en redressement judiciaire pendant un moment. Ils ont licencié tout simplement. Donc du coup je me suis retrouvée sans emploi et malheureusement je suis au chômage aujourd'hui et quelque part même si le salaire, comme je t'ai dit, n'est pas à la hauteur de ce que j'espère, là aujourd'hui, je dois toucher à peu près du 700-800 euros par mois. Ça dépend des mois, tu sais. Tu perds 100 euros, 150 euros, tu sais pas pourquoi. Ça, c'est le Pôle emploi. Bref. Donc, je touche les indemnités puisque j'ai cotisé pour le chômage pendant plus de 6 ans avec la Grande Récré. Et donc je touche ça entre 700 et 800 euros par mois, mais je fais avec. Voilà, je fais avec et puis je me suffis à ça pour pouvoir m'entraîner et me préparer. Donc je suis retournée chez ma mère, donc elle m'héberge et j'ai pas le choix puisque de toute façon je peux pas payer de loyer. Et que du coup, voilà, je mets tout mon argent dans mes déplacements. Je trouve que tu es très politiquement correcte quand même, parce que Alexandra était beaucoup plus vindicative quand je l'ai reçue sur le podcast. Elle nous disait, tout simplement, la Fédé nous a dit, si vous voulez aller au JO, ce sera peut-être la seule et unique fois que le karaté sera sport olympique. Donc, si vous voulez aller au JO, il faut vous consacrer à 100% à votre sport. Donc, pas de boulot à côté, quoi. Ouais, alors finalement, c'est ce qui s'est passé pour moi. La seule différence entre Alex et moi, c'est que en fait, elle est sous l'effigie de l'équipe de France et moi, je ne le suis plus depuis janvier 2018. En fait, ce qui s'est passé, je suis partie 6 mois aux États-Unis et pendant ces 6 mois, l'équipe de France a perdu confiance en moi en me disant que je n'avais plus le niveau escompté parce que ils l'ont jugé par rapport à l'Open de Paris que j'ai fait en janvier 2018 où j'ai perdu au premier tour, sachant que c'était la première fois qu'il y avait le système des notes et que j'étais totalement perdue. Forte. Ils n'ont plus de suivi régulier avec moi puisque j'étais aux États-Unis et que je ne pouvais pas partir parce que j'étais étudiante, parce que je suis partie 6 mois pour me former et passer des diplômes de langue où j'ai passé mes diplômes de vocabulaire, expression orale et écrite et grammaire.
En anglais, évidemment. Parce que j'avais besoin de ce bagage-là pour mon futur, tout simplement. Et donc, ils ont perdu confiance en moi, et c'est là que le contrat avec la Grande Récré a été rompu. J'ai été en arrêt maladie pendant 6 mois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ils m'ont dit, il faut que tu restes pour les championnats d'Europe. Moi, j'avais un visa étudiant. Si je manquais plus de 3 semaines aux États-Unis, j'étais radiée. Je perdais mon visa. Et le but du jeu, c'était de pas perdre le visa. Bon. Du coup, je leur ai dit, écoutez, si vous prenez en charge mes déplacements New York-Paris, et puis Paris-Dubaï, puisque la compète d'après c'est de Dubaï, je reste 15 jours entre Dubaï et l'Autriche, je repars, et je reviens pour faire, il y avait le Maroc, je crois, après. Et ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté de prendre en charge mes déplacements New York-Paris et Paris-New York, l'aller et retour évidemment. Alors que en février, le New York-Paris, Paris-New York s'est levé à 283 €. Et puis au mois de mars, donc le mois d'après, il s'est levé à 300 ou 400 € maximum. Je crois que c'était 300 et quelques. Et ils n'ont pas accepté. Ils m'ont dit non, nous on n'a pas prévu ça. Et alors j'étais un peu étonnée parce que avant, un billet de train, donc à Avignon où j'habite, Paris, c'était à peu près 110 €, tu vois. Donc aller-retour, on était un peu dans les coups. Donc j'étais sur un Paris-New York, quoi. Voilà, j'étais très surprise. Moi, j'avais déjà pris en charge le New York-Paris pour venir faire l'Open de Paris, et donc je leur avais demandé de prendre en charge le retour, ce qu'ils n'avaient pas fait. Bon. Donc du coup, on a été un petit peu confrontés à un problème, une problématique qui pour moi était de je ne peux pas perdre mon visa, et en même temps, ils veulent pas prendre en charge mes déplacements. Et je n'allais pas moi-même prendre en charge les déplacements c'était la sélection des championnats d'Europe, donc 2018. Et donc, ils m'ont clairement dit que si je ne restais pas ici, je perdais ma sélection pour les championnats d'Europe. Donc, on a commencé à discuter, et puis à l'époque, j'étais licenciée en Guadeloupe au Sango Show, le club de karaté de Béatrice Geoffroy. Et il avait une possibilité que je puisse faire les championnats panaméricains à la place des championnats d'Europe. Je me suis dit, vu mon état actuel en janvier, il est hors de question que je sois au niveau, enfin je suis pas au niveau, donc il y a pas de souci. Alors les championnats panaméricains c'est 1 mois et demi après les championnats d'Europe qui était au mois d'avril, et j'ai dit je serai prête. Donc si vous m'autorisez à rentrer aux États-Unis, moi je me prépare vraiment très pointu pour les championnats panaméricains, et si je laisse ma place pour les championnats d'Europe et que je fais les championnats panaméricains, il y a pas de problème. On m'a dit OK. Sauf que je suis arrivée 15 jours avant les championnats panaméricains, et mon inscription n'était toujours pas validée parce que c'était pas possible. Donc du coup, j'ai pas pu faire les championnats panaméricains. Voilà. Bon, bref. Les joies et déboires avec les fédérations françaises. Ouais, donc c'était un peu compliqué. Enfin bref. Donc voilà. Donc du coup, ça s'est pas super bien passé, et du coup, j'ai pas pu faire les championnats panaméricains, et je suis quand même rentrée le 31 mai 2018 en France. Et là, l'équipe de France m'a dit clairement, on n'a plus besoin de toi. Donc du coup, j'ai commencé à paniquer un petit peu, à me dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire. Et là, mon esprit compétiteur a pris le dessus, tout simplement. Et je me suis dit, je vais trouver des moyens pour pouvoir aller à l'Open d'Allemagne, qui était en septembre. Et je suis pas allée au Chili parce que j'avais pas eu les fonds. Et en décembre, il y avait Shanghai. Donc du coup, je me suis ressaisie et je suis allée faire l'Open d'Allemagne. Et tu sais, à force d'entendre l'équipe de France dire t'as pas le niveau, t'as plus le niveau, t'as plus le niveau, t'as plus le niveau, t'as plus le niveau. Donc, je suis arrivée là à l'Open d'Allemagne, je me suis dit peut-être que j'ai plus de niveau, effectivement. Et puis j'ai perdu au quart de finale contre la japonaise. Et j'ai été repêchée, et je perds contre une Espagnole, quand ça équivaut à la demi-finale, mais le premier tour de repêchage, le 7e. Et je me suis dit, le niveau, il est pas si haut, hein. avec l'accent, le bon accent. Donc, on y va. Je me suis arrangée pour aller à l'Open du Japon. Premier tour, je tombe contre la japonaise. C'est pas possible, j'ai la poisse. C'est pas grave, j'ai passé mes tours, j'ai été repêchée, j'ai repassé des tours, j'étais pas trop mal. Donc là où j'ai vraiment performé, c'est à l'Open de Shanghai. Donc, je suis allée à la Karate One Shanghai. Et alors là, je vais jusqu'en demi-finale, où je perds
Et en quart de finale, je bats l'américaine qui s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques, Sakura Kukumai. Et en quart de finale, je la bats avec Montsu. Et je perds le tour d'après contre Sanchez ou la japonaise, je sais plus, pour la demi-finale, évidemment. Donc je suis repêchée et je suis pour la place de 3. Et pour la place de 3, donc les championnats du monde de Madrid venaient juste de passer. Et pour la place de 3, je fais Gankaku, un kata que je fais pas souvent en compète, mais on avait eu 7 tours, 7 katas différents, parce qu'on était 121, je crois, si mes souvenirs sont bons, 121 à la compétition. C'était un peu compliqué, mais peu importe. Et du coup, je fais 5e, parce que je perds contre la hongkongaise, qui s'est qualifiée aussi pour les Jeux Olympiques, 3-2, 4-1 contre la hongkongaise. Avec mon Gankaku, elle venait juste de faire une place de 3 au championnat du monde. Décembre 2018, j'ai toujours pas le niveau. C'était évidemment ironique. Et du coup, comment est-ce que tu t'es relancé après une compétition où tu croyais que t'avais pas le niveau? Moi, je trouve que c'est pas mal. Perdre contre des filles qui sont déjà qualifiées pour les Jeux Olympiques, quand même, il y a pire pour quelqu'un qui a pas le niveau. Ça, tout à fait. C'est justement ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris confiance en moi petit à petit et j'ai fait ma préparation de mon côté. Le plus difficile, c'était de trouver les subventions pour pouvoir aller à toutes les compétitions, puisque la course olympique a été lancée et que du coup, il fallait assumer les déplacements. Il y avait une compète tous les 3 semaines dans un pays différent, dans un continent différent. Ça a été un peu compliqué. Alors mon club m'a beaucoup aidé et m'a beaucoup supporté aussi. Donc merci beaucoup au karaté club de Shotokan de Seno, avec Nadia Dumont et Gamra et Monsieur Raymond, évidemment. Et du coup, ils m'ont beaucoup aidé aussi au travers de ça, psychologiquement et financièrement aussi. Ils m'ont appuyé un petit peu. C'était parti, quoi. Moi, j'ai trouvé comment gérer ça. Puis ils ont pris en charge le déplacement à Paris. Ils ont commencé à prendre en charge le déplacement en Allemagne, en Autriche, etc. Et j'ai pu petit à petit commencer à avoir des points, tout simplement. Depuis que tu es au chômage, donc tu l'as dit, tu as eu une sérieuse baisse de revenus. Tout ce que tu gagnes, finalement, ça te sert à payer ton quotidien de sportif de haut niveau, pour payer tes déplacements, pour payer, j'imagine, ton matériel, ton alimentation, tes kimonos et autres. Est-ce que tu es quand même passé par la case de sponsor? Comment est-ce que on va à la recherche de sponsors quand on est une karatéka? Ça, c'est une bonne question. Je ne peux pas répondre à la place des gens karatéka en général, mais je peux te répondre quand on est à la place de Sandy Scordo, comment j'ai fait. Je vais t'expliquer tout simplement. Donc, j'ai participé, comme je t'ai dit tout à l'heure, aux championnats nationaux américains qui se sont passés à Chicago. C'était en juillet 2019. Et là, j'ai gagné évidemment la catégorie, mais alors une particularité aux États-Unis, c'est que tu ne tires pas dans la catégorie élite, mais tu peux tirer dans la catégorie senior et tu peux ne pas être américaine. Il n'y a pas de problème, ça passe. Et donc du coup, grâce à ça, j'ai pu briller. Et là, j'ai joué un petit peu de ma notoriété avec les athlètes et les jeunes. Et je suis allée devant le stand de sponsors qu'il y avait, notamment un que je connaissais un petit peu et que je courais après, que j'ai envoyé quelques pics depuis un petit moment. Et là, je lui ai fait un petit coup de poker, un petit coup théâtral. Et je lui ai dit, écoute, regarde. J'ai dit, tu sais, je t'ai déjà dit que tu devrais me sponsoriser. Il m'a dit, oui, je sais, mais je ne suis pas le seul décisionnaire. On est 3. Et il y en a une seule qui est difficile à convaincre. Et donc, j'ai dit, je vais te montrer quelque chose. Dans une demi-heure, je reviens. Et tu vas voir la différence. Et donc, pendant une demi-heure, il y a tout le monde qui m'a demandé des photos, des dédicaces. Et je leur ai dit, rendez-vous dans une demi-heure devant le stand. Rendez-vous dans une demi-heure dans le stand. Rendez-vous dans une demi-heure devant le stand. Voilà, j'ai dit ça, moi, je sais pas, 20 fois. Et donc, une demi-heure après, je me pointe devant le stand et une queue de personnes qui attendaient pour signer des autographes. Donc, du coup, j'ai commencé à prendre des photos et à signer des autographes. Et là, je le regarde et je lui dis, tu vois, ça, c'est ce que tu manques. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une notoriété. Je dis, et le problème, c'est que tu comprends pas, c'est que sponsoriser Sandy Scordo, il ne peut pas y avoir d'échec. Parce que j'ai déjà une notoriété. Tu comprends? Et donc, il me dit, mais je sais. Alors, il me dit, mais je suis pas. Il me dit, si c'était que de moi. J'ai dit, alors maintenant, ce que tu vas faire, puisqu'il n'y en a qu'une seule qui hésite, j'ai dit, tu prends une vidéo et tu lui envoies.
Et alors je te mens pas, pendant 20 minutes, j'ai signé alors il m'a filé des casquettes, j'ai signé des casquettes, j'ai donné, on a pris des photos, etc. Bon, c'était une vraie séance de dédicace. Et du coup, il y a même Sakura Kokuma, l'américaine qui est passée, que je lui dis, tu veux un autographe, en rigolant, tu sais. Elle a rigolé, parce qu'on s'entend très bien, hein, de toute façon. Et on a rigolé ensemble, etc. Et du coup, enfin, c'était vraiment marrant. Et j'ai finalisé plus ou moins la transaction. Du coup, quand elle a vu la vidéo, puisque la responsable est une femme, quand elle a vu la vidéo, elle s'est dit quand même, peut-être que effectivement il y a quelque chose à jouer. Et 4 mois après, j'ai signé mon contrat. Enfin, ça ressemble à quoi un contrat de sponsoring dans ce cas-là? C'est du sponsoring matériel, produit, financier, c'est comment? Ça dépend vraiment ce que tu arrives à négocier avec eux. Moi, j'étais partie sur quelque chose de financier parce que j'étais déjà avec Venom au niveau financier, donc j'ai dit moi je veux ça avec Venom, je veux ça. Donc financièrement, plus matériel, plus voilà, séance shooting photo, ce qu'ils voulaient. Enfin, moi je suis aussi, je dois être disponible pour eux pour une séance photo, puis une compète, une démonstration. Tout ça, ça a mis du temps pour mettre dans le contrat, et puis on est finalement arrivé à une entente et on a signé le contrat. Après, je veux pas forcément parler de montant parce que je pense que ça doit être confidentiel pour eux aussi. Et mais c'est pas non plus des milliers et des cents, mais ça aide tout simplement. Bah, belle histoire, tu y as été au culot finalement, comme dans une compétition où tu prends des risques, t'essayes un kata plutôt qu'un autre, et puis finalement, bah cette fois-ci, ça a payé. Ouais, dans tous les sens du terme. Je pense qu'il y a une stratégie, ouais. Mais bon, ça c'est un petit peu moi aussi, tu vois, c'est ce côté de personnalité un peu extravagant à prendre des risques comme ça, parce que déjà premièrement, j'ai rien à perdre, et deuxièmement, il y a pas tout le monde qui est capable de le faire. Franchement, sincèrement, c'est difficile à faire, parce que se vendre soi-même, on a toujours un côté où on paraît un peu imbu de sa personne, tu vois, et c'est compliqué à garder la balance entre je ne suis pas imbu de ma personne et en même temps je dois me vendre pour arriver à mon but. Et si je vends pas ni mon palmarès, ni mes capacités, ni mes possibilités, je n'obtiendrai pas ce que je veux. Et c'est très compliqué, c'est très compliqué. C'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui s'occupe de toi et qui gère ça à ta place, c'est plus facile, parce que il aura beau dire non mais Sandy Scordo est double championne du monde, elle a une notoriété de fou, vous avez rien à perdre, bah ça passera crème. Maintenant si tu dis je suis Sandy Scordo, je suis double championne du monde, j'ai une super notoriété, il y aura pas de problème. Les gens ils te regardent, ils disent non mais ça va les chevilles, ou pourtant t'as vu c'est la même chose, mais d'un à l'autre ça paraît totalement différent, pourtant c'est la même chose. Donc c'est ça qui est compliqué, mais bon. C'est ce fameux syndrome de l'imposteur dont bonne partie de gens souffrent, mais c'est bien, on voit que tu l'as dépassé cette fois-ci. ouais, j'ai pas le choix, je le voulais. Moi j'étais vraiment motivée, donc j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et aussi, c'est un public américain, c'est différent. Les sportifs là-bas, c'est un peu des stars pour eux, tu vois. Chez nous, les sportifs, c'est de la perte d'argent. Là-bas, chez eux, c'est quelque chose de spécial. On revient sur l'objectif de ce podcast, démystifier le fait que les sportifs, ce sont pas des gens qui se la coulent douce à longueur de journée, et que en dehors de l'entraînement et des compétitions, il faut aussi se battre pour aller chercher de l'argent, pas pour être millionnaire, non, déjà pour survivre. Juste avant de passer aux 2 questions traditionnelles que je pose en général à tous mes invités, j'aurais voulu qu'on revienne un petit peu sur cet épisode des Jeux Olympiques. Donc, comme je le disais, on est le 27 mars. On a appris en début de semaine que les JO cette année, en raison de cette pandémie mondiale, allaient être décalés au plus tard à la même période, mais en 2021. Comment est-ce que toi tu l'abordes en tant qu'athlète qui t'y prépare? Et j'imagine que si t'es au chômage depuis 2018, t'étais parti sur un an et demi de chômage, donc t'avais un peu fait tes calculs pour que ça rentre dedans et qu'après les JO tu puisses rebondir. Comment ça se passe? Alors, ouais, effectivement, cette pandémie et ce virus vient chambouler tout ça. Je ne peux pas te répondre aujourd'hui. Alors ça, franchement, je pense que tu vois, on est un podcast en audio, mais juste ce morceau-là de la vidéo, je le mettrais peut-être sur le site parce que c'était magnifique. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que tout a été remis
Pour moi, en fait, je vais t'expliquer quelque chose. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour la préparation mentale des sportifs. Et je pense que c'est vraiment important qu'ils l'entendent. Mais aujourd'hui, le monde, pour moi, il est en pause. C'est-à-dire que tout s'est figé. Tout. Et quand on remettra en play, on va repartir de là où on était avec des nouvelles dates, avec des nouveaux objectifs. C'est tout simplement que là, pour l'instant, on est en pause. On est chez nous, on est confiné. On doit rester chez nous, ça c'est vraiment important pour sauver la planète. Non mais c'est vraiment, c'est ironique et exagéré, mais c'est vraiment vrai, je le pense sincèrement. Moi j'ai vraiment pris la conscience de l'ampleur des choses quand je suis allée faire mes courses, qu'on avait une ligne à suivre, un chemin, un parcours, pas se toucher, etc. Et là je me suis dit, on a vraiment passé un cap. Quand tu conduis, tu rentres chez toi et que tu vois tous les magasins fermés, que tu vois les rues vides, là, tu dis, il se passe vraiment un truc dangereux et vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, suivre les règles, c'est vraiment important. Notre président nous a dit, on est en guerre, mais tout le monde a rigolé, lui a ri au nez au départ. Et puis aujourd'hui, petit à petit, je crois qu'il a raison, qu'on est vraiment en guerre, pas forcément contre un pays, mais contre ce virus. Et je pense que les gens, ils rigolent parce que tous les gens qui rient sont les gens qui n'ont pas connu la guerre, en fait. Tu vois, sinon il rigolerait moins. Tu vois, si mon grand-père était encore là, il nous dirait ah tu ris, tu vas voir, tu vas moins rigoler dans quelques temps. Voilà. Je pense que le monde est en pause et qu'il faut accepter cette pause parce que de toute façon lutter contre ça ne servira à rien. Et que le moment où on appuiera sur play, il faudra juste ajuster les dates. Donc c'est vrai que le plus difficile à accepter, c'est que les JO soient reportés d'un an. Ça, c'est long. Surtout pour des gens qui sont en fin de carrière, tu vois. Moi, je suis plutôt en fin de carrière qu'au début. Alors, quelque part, c'est pas du tout vendeur, tu vois, pour les sponsors. Quand tu dis je suis en fin de carrière, ils se disent ouais, mais ça veut dire quoi? Ils ont un peu peur, tu vois. Et en fait, non, mais c'est vraiment... c'est ça sur lequel il faut jouer, c'est que la notoriété, on l'a déjà et qu'il y a zéro risque, quoi. Et puis signer un contrat jusqu'au JO, c'est pas non plus la fin du monde, quoi, tu vois. C'est ça, faut capitaliser là-dessus en se disant que, entre guillemets, au pire pour eux, d'un point de vue financier, si ça marche, dans 1 an ou dans 2 ans, tu seras en fin de carrière, t'auras fini. S'ils prennent un jeune de 18 ans, ils sont partis pour 10 ans avec lui. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, après, ils sont pas obligés de renouveler le contrat toutes les années, mais bon, un jeune, je veux dire, c'est pas parce qu'il a fait déjà une fois champion du monde qu'il a sa notoriété, bien au contraire. Bien au contraire. Je veux dire, moi, j'ai commencé à avoir la notoriété quand j'ai fait 3 fois championne d'Europe junior, chose qui n'existe plus puisque les catégories juniors sont plus que de 2 ans maintenant. Forcément, ça va être difficile de faire 3 fois en 2 ans. Voilà, c'est ça. Exactement. Sauf avec le coronavirus, une année en suspens. Bon, enfin bref. Donc voilà, donc cette histoire de JO, c'est vrai que ça complique un petit peu les choses au niveau organisation, mais il faut s'adapter. Un champion, c'est celui qui s'adapte. Donc, on s'adaptera. Alors ça, je vais la garder aussi dans les citations. Super, merci beaucoup Sandy. Allez, juste avant de te laisser partir, je t'envoie 2 petites questions. La première, et celle-ci j'aime bien la poser. Si tu pouvais te transformer en une toute petite Sandy qui va parler à la Sandy de 10-12 ans quand t'as fait ton premier résultat de championne de France et puis que tu t'orientes vers le kata, vraiment le kata, qu'est-ce que tu te dirais à ce moment-là? Arrête le karaté. Ne perds pas ton temps. Non, je rigole. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais tu vas vivre des choses inoubliables et que la plupart des gens ne vivront pas. N'oublie pas de les vivre à 100% et de les enregistrer pour toujours. Et allez, dernière question. Et tu vas voir, celle-ci, elle est toute simple et en plus tu as balancé plein de noms pendant l'épisode. S'il y avait une ou un sportif que t'aimerais entendre sur ce podcast, est-ce que tu pourrais nous donner quelques noms? Alors bon, déjà, je sais que tu en as déjà interviewé plein. Est-ce ça peut être international ou pas? Tu sais parler anglais, tu maîtrises l'anglais? Ouais, alors je sais pas si mes auditeurs aimeront, mais c'est pas grave, je le ferai en anglais et puis je sous-titrerai. Moi, je veux Usain Bolt. Je suis fan. Ouh, ok, sacré challenge. Ok, le challenge est relevé, j'essaierai de l'avoir. T'es compétiteur ou t'es pas compétiteur? Oui, je suis compétiteur. Oui. Ben voilà.
Ok, super. Bah écoute, je relève le challenge et puis si je l'ai, ce sera en physique et je t'inviterai à venir me tenir le micro. Ça marche? Super, pas de problème. Je serai là. Ok, super. Merci beaucoup Sandy. Est-ce qu'il y avait encore quelques petites choses que tu voulais ajouter ou on en reste là pour aujourd'hui? Non, bah écoute, je voulais te remercier et puis bah écoute, on se tient en courant, informé. N'hésite pas si tu dois refaire quoi que ce soit, avoir d'autres questions. Je suis à ta disposition. Ok, super. Merci beaucoup. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous êtes encore là? Vous avez apprécié cette entrevue? Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur le site vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast. J'ajoute dans les notes de l'épisode tous les détails pour suivre Sandy et la contacter le cas échéant. Je vous ajoute aussi les liens vers ses partenaires. Faites-leur un petit coucou via Instagram de la part de Sandy et du podcast. Vous ferez plusieurs heureux qui soignent leur communication. Les partenaires de Sandy, Sandy et évidemment moi. Allez, à la semaine prochaine. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. J'ai oublié de le dire. Enfin, je l'ai dit, mais quand je t'ai dit je suis rentrée en France le 31 mai, je pense qu'il faut vraiment le mettre en avant parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent où suis-je. Parce qu'ils pensent que je me suis installée aux États-Unis, en fait, parce que j'ai fait beaucoup de choses quand j'étais aux États-Unis. Alors, en tout et pour tout, je suis restée 10 mois aux États-Unis. Mais je suis revenue quand même entre-temps. Et je suis repartie. Mais j'ai passé mes diplômes en 6 mois. Et après, j'ai beaucoup voyagé aussi, tu vois. J'ai profité d'être sur place. Je suis allée voir la Nouvelle-Orléans, je suis allée visiter la Floride, je suis allée à Los Angeles, j'ai fait San Diego, San Francisco. Enfin, tu vois, j'ai Chicago. Je suis allée dans le Colorado, au Texas. Tu vois, je suis allée à Dallas et à Houston. J'ai beaucoup visité. Et les gens me demandent si je suis en France ou aux États-Unis. Et ils comprennent pas, en fait, ils comprennent pas l'histoire. Ils comprennent pas comment ça s'est passé, que je mets toujours que je suis en France, je mets toujours que je fais des compètes, que je fais ci, que je fais là, que je suis toute seule. Et ils comprennent pas l'histoire. Et là, tu vois, ça a été l'opportunité de la raconter. Et comme là, le petit morceau qu'on vient de rajouter, si tu veux, j'enregistre toujours, donc je pourrais aussi l'intercaler à l'intérieur si tu veux. Puis cette histoire-là, c'est vraiment important que les gens entendent. Heureux soit-il, ce n'est pas se mettre les pieds... Ah. Voilà. Ah. Ce qui arrive quand on a des chiens karatéka. Ah, mais tout le monde est karatéka à la maison, alors. Excuse-moi. Non, pas de souci. Non, bah oui, mais une année sur deux, de toute façon, je faisais perdu au premier tour final. Troisième place, perdu au premier tour. Donc, dans l'Open de Paris, c'était pile ou face. Voilà, clair, tac, pile, voilà, t'es en finale. Très bien. Face, bon. Allez, bah, t'es perdu au premier tour. Ça m'arrivait une année sur deux, alors il n'y a pas de problème.